Bonjour à tous et à toutes. Donc j'espère que ces mini partiels blancs se sont bien passés pour vous. Avec toute l'équipe d'Anat, on espère que ça vous a permis de bien vous entraîner pendant votre semaine de révision. Voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas forcément bien réussi, c'est normal. C'est qu'un entraînement. Vous allez encore avoir des périodes de révision, notamment encore 2 semaines avant les partiels. Et puis vous allez avoir encore des temps de cours et puis des séances au tutorat, donc vous allez avoir le temps de nous poser toutes vos questions sur ce que vous n'avez pas bien compris ou pas compris du tout. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on va passer à la correction donc, des questions d'anatomie. On va commencer par le premier QCM. Donc le QCM 1, les bonnes réponses c'était les items B, C et E. Donc l'item A il était faux. Le périoste est responsable de la croissance des os en épaisseur et pas en longueur. La croissance des os en longueur, elle est permise grâce aux métaphyses. Vous savez, les métaphyses, c'est ce qui va faire le lien entre les épiphyses et la diaphyse des os longs. Donc voilà, ne pas confondre périoste, croissance des os en épaisseur, et métaphyse, responsable des croissances des os en longueur. Ensuite, l'item B était vrai. Chaque système de averse ou ostéon est formé d'un canal central. Donc ici, on voit bien le canal central qui est aussi appelé canal de averse. Donc l'item B était vrai. Item C était vrai également. L'os spongieux occupe entre autres les épiphyses des os longs. Donc ici, on voit bien l'épiphyse. Donc là, on a un fémur qui est représenté. On voit bien l'épiphyse de ce fémur donc, qui est en majorité constitué donc d'os spongieux. Ensuite, l'item D était faux. C'est pas le cartilage de conjugaison, mais c'est le cartilage hyalin qui tapisse les surfaces articulaires. Le cartilage hyalin, ça va être en gros ce cartilage qui va permettre d'augmenter la mobilité, la lubrification des articulations. Souvent, on a tendance à tomber dans le piège en se disant cartilage de conjugaison, ça fait la conjugaison entre deux os, donc avec une articulation, mais c'est faux. Le cartilage de conjugaison, il est responsable de l'accroissement des os en longueur. Donc ne pas confondre cartilage hyalin, qui est responsable, donc qui est sur la surface articulaire, qui est responsable de la mobilité articulaire, et le cartilage de conjugaison, qui est responsable de l'accroissement de l'os en longueur. Ensuite, l'item E était vrai, la moelle adipeuse donc, occupe le canal médulaire. QCM2, donc les bonnes réponses, c'était les items C et D. Donc l'item A était faux. Donc le radius correspond, il répond à l'incisure radiale de l'ulna. Donc là c'est quelque chose pareil. Quand on a bien compris, on tombe moins souvent dans le piège. En fait, il ne faut pas confondre incisure radiale de l'ulna qui va se trouver au niveau proximal et l'incisure ulnaire du radius qui va se trouver en distal. On va revenir sur l'incisure radiale de l'ulna. Donc ici on a notre ulna, ici on a notre radius. Donc l'épiphyse proximale du radius, on va avoir cette cupule radiale qui va être recouverte sur tout son pourtour donc de cartilage. Et ce radius, cette tête du radius, elle va venir s'emboîter dans l'incisure située sur l'ulna. Et cette incisure s'appelle bien incisure radiale, vu qu'elle va recevoir la tête radiale. Donc c'est bien l'incisure radiale de l'ulna, vu que c'est situé sur l'ulna. Donc cette tête du radius, elle va tourner sur elle-même dans l'incisure radiale et c'est ce qui va créer ces mouvements de pronosupination. C'est le mouvement du poignet en gros. Donc voilà. Ensuite, pas confondre en bas, sur le radius, c'est sur le radius cette fois-ci qu'on va avoir une incisure et ça va être donc l'incisure ulnaire du radius, vu que incisure ulnaire, elle va recevoir la tête de l'ulna en bas et du radius parce qu'elle est tout simplement située sur le radius. Donc attention à ne pas confondre. Ensuite, item B, la tubérosité bicipitale reçoit l'insertion du muscle, pas triceps, mais biceps brachial. Donc ici, on voit bien notre muscle biceps brachial. Donc on va avoir le chef long qui va s'insérer en proximal sur le tubercule supraglénoïdal et le chef court qui va s'insérer en proximal sur le processus coracoïde de la scapula. Mais l'insertion donc des deux chefs du muscle biceps brachial va être commune, l'insertion distale. Cette insertion distale va être sur le radius, sur la tubérosité bicipitale, juste ici. Donc voilà. Le muscle triceps brachial, lui, il va s'insérer donc sur l'humérus. Donc l'humérus, vous savez, c'est l'os qui est juste en haut de l'avant-bras, sur l'olécrâne, donc ça va être sur la face postérieure, pas sur la face antérieure. Donc la tubérosité crânienne, elle est juste derrière, là, sur l'ulna, juste derrière.
et en proximal, donc sur le tubercule infraglénoïdal de la scapula. Ensuite, l'item C était vrai, le bord dorsal de la diaphyse est arrondi et mousse. L'item D était vrai également, le bord médial donne insertion au ligament interosseux. Donc là, ici, on voit bien le ligament interosseux. On a notre radius, le bord médial du radius donne bien insertion au ligament interosseux. Le ligament interosseux, il est aussi appelé membrane interosseuse, c'est la même chose. Et enfin, l'item E était faux, une fracture de la diaphyse radiale accompagnée d'une luxation de l'articulation radio-ulnaire distale correspond à une fracture pas de putocol mais de galéasie. Donc ici, moi ce que je vous conseille pour les fractures, c'est quelque chose qui à chaque fois c'est dur de l'apprendre. Voilà, je le comprends, même moi c'était hyper galère à apprendre à retenir. Ce que je conseille, c'est vraiment d'aller sur internet et chercher des radios. On se représente beaucoup mieux et puis on est beaucoup plus dans le truc et c'est beaucoup plus facile pour retenir. Donc la fracture de Galeazzi, on voit bien une fracture de la diaphyse radiale, juste ici, la note radius, la note ulna, fracture de la diaphyse radiale, accompagnée donc d'une luxation de l'articulation radio-ulnaire distale. Donc là, ici, on voit bien l'articulation radio-ulnaire distale qui se barre complètement à côté. Donc ça, c'est la fracture de Galeazzi. La fracture de putocol correspond à une fracture de l'extrémité distale et extra-articulaire. Donc fracture d'extrémité distale du radius, ici on le voit bien, et extra-articulaire. Voilà. Donc c'est tout pour le QCM2. Pour le QCM3, il y avait 3 bonnes réponses. Il y avait l'item A, D et E. Donc concernant l'articulation du genou, l'item A était vrai, le ligament croisé antérieur s'oriente en arrière et latéralement. Donc ici on voit bien le ligament croisé antérieur qui va venir se projeter en arrière, en arrière et latéralement. Donc le ligament croisé postérieur, lui, il est orienté en avant et médialement. Donc là on voit bien le ligament croisé qui vient en avant et médialement. On le voit bien ici aussi sur une coupe latérale, le ligament croisé antérieur qui s'oriente en arrière et le ligament croisé postérieur qui s'oriente en avant. Item B, il était faux. Le ligament croisé pas antérieur mais postérieur se termine sur le condyle médial du fémur. Donc ici on voit bien le ligament croisé postérieur qui vient sur le condyle médial du fémur en haut, et le ligament croisé antérieur, donc vous l'avez deviné, se termine sur le condyle latéral du fémur. Ensuite, l'item C était faux. Le faisceau antéro-médial du ligament croisé antérieur a une importance fonctionnelle pour la stabilité pas rotatoire mais antéro-postérieure. C'est le faisceau postéro-latéral qui est important pour la stabilité rotatoire. Donc à pas confondre, donc sur le ligament croisé antérieur, on va avoir le faisceau antéromédial qui va servir à stabiliser pas la stabilité rotatoire mais la stabilité antéro-postérieure, et le faisceau postérolatéral pour la stabilité rotatoire. Donc voilà, ça c'est un peu galère à apprendre, c'est du par cœur. Donc voilà. Ensuite, l'item D était vrai. Le ligament croisé postérieur est mieux vascularisé que le ligament croisé antérieur. Donc ça aussi c'est du par cœur, c'est une phrase de cours. Le ligament croisé postérieur, il est vascularisé par 3 artérioles. Les artérioles, c'est des toutes petites artères. Ensuite, l'item E était vrai. Les ligaments ménisco-fémoraux peuvent accompagner inconstamment le ligament croisé postérieur. Donc les ligaments ménisco-fémoraux, comme son nom l'indique, ça va être des ligaments qui vont faire la jointure entre le ménisque du genou et le fémur en proximal. Et donc ces ligaments ménisco-fémoraux, en effet, peuvent accompagner inconstamment le ligament croisé postérieur. Ici, on le voit bien. Ensuite, QCM 4. Donc ici, il n'y avait qu'une seule bonne réponse, c'était l'item B. Donc l'item A est faux. Donc les vertèbres thoraciques, elles sont bien au nombre de 12 et pas au nombre de 7. Donc ça, il faut faire attention quand on veut répondre vite. Souvent, on peut tomber dans le piège. Donc ne pas confondre. C'est bien les vertèbres cervicales qui sont au nombre de 7 et pas thoraciques. Donc les vertèbres thoraciques sont au nombre de 12. Ensuite, les vertèbres thoraciques, leur volume augmente de haut en bas. Donc ça, c'était vrai. Et ça, pour le comprendre, c'est assez facile de se représenter. Au fur et à mesure qu'on descend en bas des vertèbres, on est d'accord que chaque vertèbre va subir plus de force, plus de contraintes au fur et à mesure qu'on descend, parce qu'elles vont subir plus de poids. Donc plus on va descendre, plus la taille des vertèbres vont augmenter, parce qu'elles vont subir la contrainte de plus de poids. Donc en effet, leur volume augmente de haut en bas. Ensuite, l'item C était faux. Les fovéas costales
transversaires répondent au tubercule de la côte. Donc là, on a notre côte, ici on a notre vertèbre, on voit bien la fovea, donc du processus transversaire, qui répond bien au tubercule de la côte, juste ici. Ensuite, l'item D était faux, les fovéas costales supérieures et inférieures du spondyle répondent pas au tubercule, mais à la tête de la côte. Donc voilà, fovea costale supérieure et inférieure du spondyle répondent bien à la tête de la côte. Ensuite, l'item E était faux, l'angle formé par la face postérieure du processus transverse et la face latérale du processus épineux constitue la gouttière vertébrale. Donc là, en fait, on a inversé les deux. Ici, on a notre vertèbre. On voit bien le processus transverse et le processus épineux. Donc ça va bien être entre la face postérieure du processus transverse et la face latérale du processus épineux que va se situer la gouttière vertébrale. Donc voilà, face postérieure du processus transverse, face latérale du processus épineux, gouttière vertébrale. Ensuite, le QCM 5, il y avait une seule bonne réponse également de juste, c'était l'item E. Donc l'item A était faux. La moelle épinière, elle ne s'étend pas de la première vertèbre cervicale à la deuxième vertèbre sacrée, mais à la deuxième vertèbre lombaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui tombe souvent. Il ne faut pas confondre donc la moelle épinière qui s'arrête à L2, donc à la deuxième vertèbre lombaire, et la durmère, qui est une méninge, donc la méninge la plus externe qui va entourer le système nerveux central, cette durmère va s'arrêter en S2, à la deuxième vertèbre sacrée. Donc bien retenir, deuxième vertèbre lombaire, arrêt de la moelle épinière, deuxième vertèbre sacrée, arrêt de la durmère. Ensuite, l'item B était faux, le phylum terminal s'attache à la face postérieure du coccyx. Donc ici on voit bien notre sacrum, notre coccyx, et le phylum terminal qui s'attache bien à la face postérieure du coccyx. L'item C était faux. Donc la moelle épinière, elle ne comporte pas 31 paires de myélomères, mais juste 31 paires de myélomères. Donc il faut bien comprendre ce que c'est des myélomères. Des myélomères, en fait, c'est ce qui va former la moelle épinière. La moelle épinière, elle est formée d'un empilement de segments qu'on nomme des myélomères. Donc des myélomères, il ne faut pas voir ça par paires, il faut voir ça comme vraiment un empilement de segments. Donc ça ne va pas être 31 paires, mais tout simplement 31 myélomères. Ensuite, l'item D était faux. On ne distingue pas 4 parties dans la moelle épinière, mais bien 5 parties. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas oublier une de ces parties. Donc, la première partie, ça va être la partie cervicale. Ensuite, il va y avoir le renflement cervical. Ensuite, il va y avoir la partie thoracique. Ensuite, le renflement lombaire. Et enfin, le cône médulaire. Donc, voilà, ne pas négliger une de ces parties. Les 5 parties sont toutes très importantes. Ensuite, l'item E était vrai, la fissure médiane ventrale est profonde. Donc là, ici, on voit bien la moelle épinière, notre fissure ventrale qui est profonde, et la fissure dorsale, ça va être un sillon qui est peu accusé. Donc voilà, pour le QCM 5. Ensuite, QCM 6, concernant le système nerveux autonome. Donc il y avait 3 bonnes réponses. C'était les items A, D et E. Donc l'item A était vrai. L'organisation du système orthosympathique comporte 2 neurones articulés entre eux. Donc ici on voit bien un premier neurone, le neurone présynaptique, et un deuxième neurone qui part ici ou qui part ici, donc qui est le dotoneurone ou le neurone postsynaptique. Donc organisation du système orthosympathique, 2 neurones articulés entre eux. Ensuite l'item B était faux. Dans le système orthosympathique, le premier neurone emprunte le rameau communicant blanc pour atteindre la chaîne pas préviscérale mais le ganglion sympathique. Donc là, il faut bien comprendre et ne pas mélanger les différentes voies de conduction entre elles. Le rameau communicant blanc, c'est ce qui va faire le lien entre notre nerf spinal et notre chaîne latérovertébrale ou notre tronc sympathique. Et le nerf splanchnique, c'est ce qui va faire la liaison entre le tronc sympathique ou la chaîne latérovertébrale et la chaîne préviscérale. Donc pas confondre ces deux choses, rameau communicant blanc et nerf splanchnique. Le ganglion sympathique, il se trouve donc dans le tronc sympathique latérovertébral. Donc le premier neurone, il va emprunter le rameau communicant blanc pour atteindre le ganglion sympathique. Le ganglion sympathique, il se trouve bien dans le tronc sympathique de la chaîne latérovertébrale. Et le ganglion préviscéral, il va bien se trouver dans la chaîne préviscérale.
Donc voilà, donc le neurone, pour rejoindre le tronc sympathique, il va emprunter le rameau communicant blanc, et pour rejoindre la chaîne préviscérale, il va emprunter le nerf splanchnique pour rejoindre cette chaîne préviscérale. Ensuite, item C était faux. Dans le système orthosympathique, le deuxième neurone emprunte le nerf splanchnique pour atteindre la chaîne préviscérale et pas le ganglion sympathique. Donc là, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. En fait, les deux étaient inversés. Donc voilà. Ensuite, item D était vrai. Le premier neurone est appelé neurone présynaptique. Donc comme j'ai expliqué en début, pareil, neurone présynaptique. Et ensuite, item E était vrai également. Les neurones destinés à l'innervation de la peau font synapse dans les ganglions de la chaîne latéro-vertébrale. Donc ça, c'était vrai. Donc on va récapituler un peu le chemin du neurone. Le neurone, il va partir donc de la corne ventrale. Donc ça va être un neurone moteur. Donc corne ventrale de la moelle épinière. Il va emprunter donc la racine ventrale, vu que c'est un neurone moteur, emprunter le nerf spinal et passer dans ce rameau communicant blanc. Rameau communicant blanc, je le rappelle, qui permet de faire la liaison entre nerf spinal et chaîne latéro-vertébrale ou tronc sympathique. Donc là, on est toujours au niveau du neurone présynaptique. Ensuite, ce neurone, il va avoir différentes trajectoires en fonction de sa fonction. Si ce neurone, il est destiné à la peau, au thorax ou aux viscères de la tête, il va faire synapse directement dans la chaîne latéro-vertébrale. Donc c'est le cas là, ici, de ce neurone que je suis en train de montrer. Donc là, le neurone, il va faire, donc le neurone présynaptique, il va faire liaison, va faire synapse avec le neurone postsynaptique. Et ce neurone postsynaptique, il est destiné soit à la peau, soit au thorax, soit viscère de la tête. Du coup, il va emprunter le rameau communicant gris, qu'on voit juste ici, pour partir soit vers la peau, le thorax ou la viscère de la tête. Donc, neurone postsynaptique destiné peau, thorax, viscère de la tête, synapse dans cette chaîne latéro-vertébrale ou tronc sympathique. Ensuite, il y a une deuxième possibilité, si le neurone postsynaptique est destiné aux viscères de l'abdomen et du petit bassin. Dans ce cas-là, il ne va pas s'arrêter dans le tronc sympathique. Il va continuer son chemin vers le nerf splanchnique pour atteindre la chaîne préviscérale. Et c'est dans cette chaîne préviscérale qu'il va faire liaison, qui va faire synapse avec le neurone postsynaptique ou le dotoneurone. Donc, bien retenir ces deux choses. Mon neurone présynaptique, s'il est destiné à la peau, enfin mon neurone postsynaptique, s'il est destiné à la peau, au thorax, au viscère de la tête, il va faire liaison avec le neurone présynaptique de la chaîne latéro-vertébrale. Et si mon neurone postsynaptique, par contre, il est destiné au viscère de l'abdomen et du petit bassin, il va faire liaison avec le neurone présynaptique de la chaîne préviscérale, juste ici. Donc voilà. Ensuite, QCMC, donc ça c'est un truc qui est un petit peu compliqué, c'est la systématisation donc, du système orthosympathique. N'hésitez pas à venir nous voir en fin de séance ou quoi pour qu'on vous réexplique ou que les autres tuteurs essayent de vous expliquer avec d'autres mots. Donc voilà. Ensuite, le dernier QCM, le QCM7, il y avait 3 réponses de juste, c'était les réponses A, C et E. Donc, l'item A était vrai, les voies gustatives ont leur origine dans la muqueuse linguale, donc là ça allait de soi. Ensuite, l'item B était faux, c'est pas pour les 2 tiers antérieurs, mais pour le tiers postérieur de la langue que les protoneurones utilisent le trajet du nerf glossopharyngien. Pour les 2 tiers antérieurs, ils utilisent le trajet du nerf lingual. Ensuite, l'item C était vrai, on retrouve donc bien 4 neurones dans la voie cochléaire. La voie cochléaire, c'est la voie de l'audition, hein, je le rappelle. Ensuite, l'item D était faux. Au niveau des voies cochléaires, le dotoneurone se termine dans le colliculus inférieur, juste ici. Et ensuite, l'item E était vrai. Le dotoneurone des voies gustatives atteint le thalamus. Donc voilà pour la correction donc, de ces mini partiels blancs. Donc voilà, on espère que ça s'est bien passé, que vous avez bien réussi. Encore une fois, je me répète, mais s'il y a quelque chose que vous avez mal compris ou pas très bien compris, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On est là pour répondre à vos questions, donc surtout n'hésitez pas à poser une question sur le forum, à venir nous voir en post-séance, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine fois, et puis bon courage.